Au Conseil scientifique de m'avoir invité, surtout donc en particulier Damien et Alexandra. Et puis merci à vous tous d'être encore là à cette heure-là. Et j'ai le privilège de clôturer le congrès. C'est le dernier topo. Donc, je suis chargée de vous rapporter les problèmes éthiques qui ont été soulevés au cours de la rédaction des deux grands plans de santé publique en chantier. Donc, un qui est déjà lancé et l'autre, on va dire, qui est en devenir. Juste un élément de contexte pour ceux qui n'en ont pas trop entendu parler. Donc, le plan France Médecine Génomique 2025 a débuté. C'est un plan donc, dont la coordination a été faite par le professeur Lévy, Yves Lévy, donc, qui est le président de l'INSERM et à Vieux-Sens. C'était une commande du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et donc ça a été remis au mois de juin 2016. L'année dernière, donc, deux plateformes ont été choisies pour démarrer du séquençage donc, haut débit dans le cadre du parcours de soins, dont Auragen, coordonné par Damien, et puis donc Sequoia, qui est la plateforme parisienne coordonnée notamment par Xavier Jeunemaître. Et donc, ce plan qui comporte un certain nombre de mesures, il y a 3 objectifs, je crois, et 14 mesures, donc comporte un volet éthique, et donc en particulier la mesure 8, qui dit qu'il faut intégrer les dimensions éthiques liées à la collecte, la conservation, le traitement des données cliniques et génomiques et garantir un parcours sécurisé de qualité. Alors, ce groupe a été surtout coordonné par Anne Cambon-Thompson. C'est elle qui connaît le mieux ce volet-là. Et donc, ce plan a pointé le fait que la disponibilité et l'exploitation de données génomiques représentant des populations entières soulevait bien sûr de nombreuses questions au niveau individuel, mais aussi sociétal. Et donc, il allait falloir faire attention à un parcours particulièrement sécurisé et de qualité, que nos consentements classiques jusqu'à maintenant de génétique étaient plus très adaptés et qu'il allait vraiment falloir refaire des consentements adaptés à la médecine génomique, y compris avec des enjeux à l'échelle internationale, puisque maintenant ça ne se conçoit plus sur un plan uniquement national. Avec toujours en arrière-fond la protection du patient, donc nécessité de développer et d'employer des techniques de cryptage et d'anonymisation avancées de ces séquences qui peuvent être identifiantes. Et puis, donc, on en a largement parlé avec notamment David et puis Jean-Louis, donc la gestion des découvertes incidentes et des données secondaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes, les données incidentes, quand on fait du séquençage au débit, ce sont les données qu'on cherchait pas, mais qu'on trouve. On connaissait déjà ça avec la trisomie 21 et la myosynthèse, quand on cherchait une trisomie 21 et qu'on tombait sur un Klinefelter. Mais là, ça va être démultiplié. Et puis donc les données secondaires, ce sont celles qui ne sont pas les données qu'on cherchait pour une indication de telle maladie, mais qu'on va chercher de façon actionnable, dans des gènes actionnables, et notamment, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une liste, par exemple, de 59 gènes qui a été recommandée par le Collège américain. Toujours dans ce plan France Médecine Génomique, donc, a été soulevé le problème de faciliter la capacité de réanalyse des données au long cours, parce qu'il y a une progression des connaissances pour leur interprétation, donc il faut pouvoir revenir sur les données. Tout cela donc avec un respect des exigences individuelles, mais concilié aussi avec l'intérêt général, parce que pour pouvoir interpréter, il faut que les données soient à la disposition de tous les systèmes de soins, de recherche, du tissu économique. Donc ça suppose un partage, donc toujours cette dichotomie protection individuelle et partage. En sachant que donc parallèlement il y a des règlements au niveau de l'Europe, et actuellement donc sont revues les règles de partage des données, des big data, et donc jusqu'à maintenant les données génétiques constitutionnelles ne figuraient pas du tout dans ce règlement européen.
Comme on l'a déjà évoqué, on ne peut pas ne pas tenir compte aussi du développement du recours aux tests génétiques en accès libre sur Internet par la population générale, c'est un fait. Vous savez qu'en France, la loi est relativement stricte, très encadrante. Est-ce qu'il faut garder la loi française qui prévoit un encadrement médical en amont et en aval avec un accompagnement personnalisé ? En France, c'est comme ça, donc il y a un cadre. Est-ce qu'il faut lever les sanctions qui sont prévues, puisque logiquement, selon la loi, il faut qu'un professionnel qui se sert de ces sites et le patient peut être sanctionné, même lourdement. En pratique, ça n'est pas appliqué actuellement. Alors là, je vous ai parlé des questions soulevées au cours de la rédaction du plan France Médecine Génomique. Donc, un petit élément de contexte aussi sur les plans maladies rares. Vous savez que depuis 2004, ont été donc structurés des plans nationaux maladies rares qui ont permis de pas mal avancer sur cette thématique et sur la prise en charge des malades, la recherche, l'innovation. La première grosse brique, ça a été la labellisation de centres de référence à partir de 2004, puis après une deuxième grosse vague, plan numéro 2, donc structuration des filières de santé maladies rares qui sont plus larges que les centres maladies rares. C'est aussi, ça inclut la recherche, les labos, les associations de malades, le médico-social, etc. Et puis donc le lancement de la base nationale maladies rares. Et puis donc là, on est en phase, j'ose dire, finale du plan numéro 3. Ça fait presque 2 ans donc on y travaille. Il y a déjà eu une première étape quand même concrète de ce plan, puisque très récemment, là, fin 2017, ont été labellisés à nouveau donc 109 réseaux, 387 centres de référence maladies rares, 1800 et quelques centres de compétences. Donc, dans ce contexte, nous avons travaillé par grands axes et je ne vais pas vous parler de tout le plan maladies rares, mais donc il y avait en particulier l'axe 2 qui s'appelait du diagnostic à la médecine individualisée. Et encore une fois, donc merci à Hélène Dollfus, Gérard Bréard et Damien Sanlaville, toujours ici présents, donc qui ont mené ce groupe. Alexandra y a participé aussi, et donc c'est dans ce groupe tout particulièrement qu'ont été discutés, et puis Jean-Louis aussi était là et très actif. Donc c'était la thématique errance diagnostique vers un diagnostic de précision pour chacun, et pour se focaliser un petit peu plus sur le sujet de ce congrès, donc ont été beaucoup discutés ce qu'il pouvait y avoir de nouveau à apporter en matière de diagnostic préimplantatoire, prénatal, fétopathologie, élargissement du diagnostic néonatal. Donc, nous avons remis un rapport au ministre en février, donc, qui est en cours de discussion, on va dire, et arbitrage, qui devrait sortir un jour. On a quand même eu une information importante, les 2 ministres Agnès Buzyn, Frédérique Vidal, donc santé recherche, à l'occasion de la journée maladies rares le 28 février, ont précisé quand même les orientations d'un 3e plan, donc quelque part elles se sont quand même engagées, donc avec un gros objectif qui est d'assurer à chaque patient un diagnostic plus rapide et de réduire l'errance diagnostique, de renforcer la structuration des bases de données, d'accroître le rôle encore des filières maladies rares, d'assurer un parcours plus lisible pour les personnes malades et leur entourage, encourager l'innovation et la rendre accessible. On en revient encore donc au dépistage néonataux. Il y a un engagement quand même pour favoriser des nouveaux dépistages néonataux et donc bien s'intégrer aussi dans la dynamique européenne. Alors bien sûr, au cours de ce plan, les questions éthiques ont été nombreuses, et donc notamment la question de l'accès aux caractéristiques génétiques d'une personne en post-mortem. Il faut savoir qu'actuellement, en dehors d'un cadre judiciaire notamment,
on n'a pas le droit d'aller faire un test génétique chez une personne décédée, même si on pense, par exemple, qu'elle est décédée dans le cadre d'un syndrome de Marfan, d'une cardiomyopathie d'origine génétique, etc. Les ayants droit n'ont pas le droit, alors qu'ils pourraient bénéficier d'une information importante. Et donc, c'est un obstacle à des actions de prévention pour la famille. Il y a eu une grosse réflexion, je ne vais pas revenir en détail, mais donc, autour du dépistage des maladies rares en population générale, donc chez des personnes notamment non malades au départ, et notamment avec l'arrivée des techniques de séquençage au débit, de NGS, qui dépister, etc. Je vais pas pesantir, puisque c'était vraiment le sujet des 2 communications précédentes. Et tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas eu de consensus. Donc, c'est encore tout ça en discussion. Il a été conclu qu'il fallait faire des études, notamment en sciences humaines et sociales, sur les conséquences sociétales. Autre question beaucoup discutée, c'est, et ça a été largement abordé aujourd'hui, c'est bien parce que quand même ça se rejoint, donc lié à l'utilisation des techniques NGS dans le cadre du diagnostic prénatal, du diagnostic préimplantatoire, jusqu'où aller, notamment dans le diagnostic préimplantatoire. Actuellement en France, on a le droit de faire une recherche que de l'anomalie ciblée pour laquelle les gens ont demandé ce diagnostic, donc par exemple amyotrophie spinale. Voilà. En fait, dans certains pays, on fait en même temps un screening complet des aneuploïdies, et on peut imaginer aussi avec les nouvelles techniques qu'on puisse faire un screening encore plus complet. On a réfléchi aussi donc à la mise en place d'un consentement électronique interactif à la démarche du diagnostic génétique, ce qui pourrait permettre un consentement tout à fait évolutif, et de permettre aux gens de prendre le temps, un temps adapté à chacun, évolutif, en sachant qu'en plus les gens quand même déménagent beaucoup, c'est pas toujours facile d'emmener son dossier médical, de savoir ce qu'on a signé, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir un accès électronique. Et il faut faire attention aussi quand même à la fracture numérique, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc le papier a sûrement encore sa place, mais ça pourrait être inclus notamment dans un dossier médical partagé à terme. Et là aussi, il doit y avoir une réflexion des obstacles techniques, réglementaires et éthiques liés à un éventuel consentement électronique. Ce qui nous a aussi interpellés, et ça pose une question éthique, c'est qu'il n'y a pas d'équité nationale actuellement pour l'accès au diagnostic moléculaire de certaines pathologies, notamment par exemple la déficience intellectuelle. Selon l'endroit où vous consultez, vous aurez accès à ces nouvelles techniques là, qui permettent quand même d'avancer énormément sur le diagnostic. Et pas dans d'autres endroits. Donc ça pose des problèmes. Et actuellement, il faut savoir aussi que la nomenclature, l'inscription à la nomenclature est très réduite pour ces examens de génétique moléculaire. Il n'y a pas forcément de cohérence, c'est-à-dire que vous, par exemple, les examens à viser pour rechercher des facteurs de risque de thrombophilie ou l'HLA-B27 pour la spondylarthrite, qui sont des facteurs prédictifs, sont à la nomenclature, alors que la CGH ne l'est pas. Et dernière question, enfin c'est pas la dernière, mais j'ai pointé les principales. Donc nous espérons bien faire remonter le problème du statut des conseillers en génétique. Je sais que la présidente des conseillers en génétique et Nicole Philippe, qui coordonnent leur formation, sont dans la salle, et on est à Marseille. Donc il faut saisir cette opportunité-là de pouvoir clarifier le statut des conseillers, qui sont bien reconnus dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière depuis 2004, mais il n'y a pas encore de corps vraiment des conseillers en génétique, ce qui fait que, comme ils n'ont pas de statut bien clair, il y a une inégalité de traitement en termes de statut, de rémunération et de reconnaissance, alors que ce sont des personnes qui sont devenues absolument indispensables dans nos services de génétique, et vous avez vu avec tout ce que vous avez entendu depuis ce matin que ça ne va pas aller en diminuant. Ils n'ont pas le droit actuellement de prescription des tests génétiques. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse toujours. Ils travaillent donc sous la délégation d'un médecin généticien, mais ils n'ont pas le droit de prescrire. Donc ça aussi,
il faut sûrement revoir ça. Pas de délégation possible actuellement. Alors, nous avons décidé de profiter donc de ces états généraux de la bioéthique. Vous savez qu'actuellement, c'est en plein chantier. Alexandra fait partie de ce CCNE. Et donc, ce nouveau CCNE est très actif à lancer donc, les états généraux. Vous pouvez tous, en tant que simples citoyens, aller cliquer sur ce site et participer, donner vos idées, participer aux réflexions. Il y a énormément de débats publics qui ont été organisés. Et donc, nous sommes allés voir le comité national d'éthique, donc avec 2 représentants donc, du plan maladies rares et 2 du plan France Médecine Génomique, avec comme fil rouge donc, cette idée qu'il y a une demande sociétale évidente vers davantage d'autonomie et de liberté de décision, le patient empowerment, comme disent les anglo-saxons, mais aussi de garder le souci d'un accompagnement du patient à toutes les étapes de son parcours nous paraît extrêmement important. Et donc, nous avons fait pour l'instant, puisqu'on nous demandait 3 ou 4 propositions concrètes de modification de la loi, je vous en ai mis 4. Donc, nous pensons qu'il faut modifier la loi pour pouvoir accéder aux caractéristiques génétiques en post-mortem, qu'il faut pouvoir modifier le statut des conseillers en génétique et se saisir de cette opportunité pour que la loi de bioéthique soit le bon vecteur pour qu'ils aient donc un statut et un droit de prescription des tests génétiques. Nous voulons aussi donc permettre, en tout cas, avoir cette ouverture vers un consentement électronique interactif à la démarche du diagnostic génétique. Et puis donc réfléchir et peut-être un peu mieux justement réglementer puisque ça arrive, c'est comme ça. Donc permettre le retour d'informations génétiques incidentes ou secondaires, cette fois-ci dans le cadre du soin, puisque le plan France Médecine Génomique, c'est un plan de soins. Mais on rejoint finalement l'item précédent, c'est-à-dire que tout est dans le consentement. Les gens doivent bien sûr avoir aussi le droit de ne pas savoir. D'où on en revient aussi au thème de la première journée, primordial, qui est l'information. Donc je terminerai en citant, on est à Marseille, Jean-François Mattei, qui dit « Si notre ADN nous a hominisés, notre société, nos liens sociaux nous humanisent ». Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans ces deux plans. Yves Lévy, donc, qui a coordonné ce plan France Médecine Génomique et qui est copilote du plan Maladies Rares 3 avec moi-même. Anne Cambon-Thomsen, qui est vraiment la référente, donc, qui est à Toulouse, sur tous ces enjeux de bioéthique en santé publique et qui a mené ce groupe au niveau du plan France Médecine Génomique. Anne-Sophie Lapointe, qui est allée avec moi au CCNE pour représenter la voix des patients, qui a beaucoup de casquettes. Elle a été présidente d'une association de malades, comité d'éthique de l'INSERM. Elle est dans notre filière maladies rares comme chef de projet et elle a aussi été très impliquée dans le plan. Et puis bien sûr, donc, Damien, Hélène, Jean-Louis et Alexandra qui ont travaillé dans cet axe 2. Laurent Pasquier, qui est mon conseiller en éthique au quotidien à Rennes, avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis très 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 longtemps. Voilà. Et puis les membres du CNE qui nous ont accordé une audition quand même. Donc merci pour votre attention.